délicat. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Ça vous regarde, émission de débat politique parlementaire chaque soir en direct à partir de 19h30. Je suis très heureux de vous retrouver. On quitte la France, on part ce soir en Angleterre. On va parler évidemment du Brexit. C'est l'heure de vérité pour les Britanniques. Appelés aux urnes jusqu'à 22h. On va revenir évidemment sur ce choix. C'est un choix décisif, important pour l'avenir évidemment des Britanniques. Rester ou pas dans l'Europe, c'est un sujet qui agite les Britanniques, mais pas seulement, on en parlera. Il y a aussi d'autres pays qui s'interrogent sur cette question. C'est vrai que les Britanniques ont toujours eu un pied dedans et un pied dehors. C'est un peu compliqué le statut, évidemment, et on reviendra sur cette question. Il y a un débat politique interne chez les conservateurs, chez les travaillistes qui déchirent les partis politiques. Et c'est vrai que le suspense est fort. Ce soir, en tout cas, la tendance serait plutôt au maintien des Britanniques au sein de l'Union européenne, alors que les sondages d'hier indiquaient l'inverse. Donc les choses sont évidemment très complexes. On va faire une analyse évidemment politique, économique, et puis essayer de s'intéresser aux relations qui risquent d'arriver si les Britanniques quittent l'Union. Que va-t-il se passer? Notre relation économique sera-t-elle modifiée? Est-ce que ça va avoir des incidences pour la France, évidemment, mais aussi pour l'Europe? On fera le point, évidemment. En tout cas, ce Brexit pose une question importante sur cette Europe qui doute d'elle-même, et on va en parler sur ce plateau en direct. lcp.fr, c'est notre adresse, le JDD, notre partenaire. Hashtag sévère, les tweetos que je salue. Vous pouvez tweeter, évidemment, chaque soir en direct dans notre émission, puis notre page Facebook. Vous pouvez liker ou nous faire partager vos critiques ou vos commentaires. Henri Weber, bonsoir. Bonsoir. Ancien député européen, c'est important de le préciser dans le débat que nous aurons ce soir. Aujourd'hui chargé des questions européennes auprès du premier secrétaire du Parti Socialiste, et puis auteur, parce qu'on a vu des débats ici sur ce plateau, sur les négociations entre l'Europe et les États-Unis, sur le juste échange, réguler le commerce international, qui est sorti aux éditions Jean Jaurès. Merci Henri Weber. Bernard Monod, bonsoir. Vous êtes député européen Front National, vous êtes économiste, et vous avez travaillé à structurer le programme de Marine Le Pen. Marine Le Pen qui n'est pas allée d'ailleurs sur place, qui ne s'est pas déplacé, si j'ai bien lu. Exact. On en parlera avec vous dans quelques instants. Catherine Mathieu est sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Économiste à l'OFCE, spécialiste justement du Royaume-Uni. On fera le point sur ces chiffres, sur les inquiétudes qu'ont les Français, sur nos relations économiques. Qu'est-ce que cela va changer si les Britanniques sortent de l'Union? On en parle avec vous dans quelques instants. Anne-Sylvaine Chassani, bonsoir. Chef du bureau au Financial Times. C'est pas si facile à dire. On va dire le FT, sera beaucoup plus simple. On parlera du milieu économique, de la City. C'est vrai que ici en France, certains déjà tendent la main, comme Valérie Pécresse, aux assureurs, aux banques, pour venir évidemment se relocaliser ici en France. On fera le point évidemment. Votre journal a annoncé très clairement la couleur en indiquant qu'il soutenait le maintien de l'Union des Britanniques au sein de l'Union européenne. D'abord, regardez ce sujet de Marie Labatte. C'est une campagne terrible et douloureuse parce qu'évidemment cette députée Jo Cox, travailliste, a été assassinée. Une bataille acharnée pour ceux qui souhaiteraient bien que les Britanniques quittent l'Union européenne. Ils vont voter ce soir jusqu'à 22h avec deux camps qui sont ce soir au coude à coude, comme nous le raconte Marie Labatte. Regardez. Sortir ou rester dans l'Union européenne? C'est la question à laquelle 46,5 millions de Britanniques ont jusqu'à 22h aujourd'hui pour répondre. Selon les derniers sondages, pro et anti-Brexit sont au coude à coude, avec une légère avance pour le camp du maintien dans l'Europe. Hier, les deux camps ont donc jeté leur dernière force dans la bataille pour tenter de convaincre les indécis. David Cameron probablement un peu plus que les autres, car le Premier ministre, farouche opposant au Brexit, joue aussi son avenir à la tête du pays. Rappelez-vous, ils ne peuvent pas annuler la décision que nous prendrons. Si nous votons pour quitter l'Union européenne, c'est fini, c'est irréversible. Nous quitterons l'Union européenne pour de bon, et la prochaine génération devra vivre avec les conséquences plus longtemps que nous ne le ferons. Premier scénario, la Grande-Bretagne vote pour une sortie de l'UE. Même si David Cameron choisit de rester à son poste, 128 députés conservateurs sur 330 ont fait campagne pour le Brexit. N'en manquerait alors que 50 pour déclencher un vote de confiance au sein du parti. Deuxième scénario, la Grande-Bretagne reste dans l'UE. David Cameron n'en sort vainqueur que s'il y a franche victoire, car dans le cas contraire, le Premier ministre ne dispose que d'une courte majorité à la Chambre des communes. Difficile alors de faire voter les lois proposées par le gouvernement. Dans les deux cas, David Cameron n'aura d'autre choix que de tenter de ressouder une majorité déchirée par la campagne.
Un remaniement ministériel pourrait alors être une belle occasion de tendre la main à l'autre camp. Henri Weber, on va rentrer dans le détail de cette bataille acharnée de ceux qui voudraient que les Britanniques quittent l'Union européenne, mais sur je dirais la philosophie, la psychologie des Britanniques. Est-ce que le rapport insulaire des Britanniques joue un rôle fort? Parce que c'est vrai que quand on étudie ce sujet, travaillistes ou pas, sont très critiques à l'égard de l'Europe, d'une manière ou d'une autre, même s'ils veulent y rester. L'Europe, c'est quand même un repoussoir, même pour ceux qui militent pour le maintien des Britanniques au sein de l'Union. Comment vous l'expliquez? Souvenez-vous que les Britanniques étaient hostiles au projet initial. Ils ont créé un projet alternatif qui était l'AELE, qui était, c'était quoi déjà l'Association européenne de libre-échange. Bon. C'est le commerce. Voilà. Parce que eux, si vous voulez, depuis le départ, il y a au moins deux conceptions. Il y a la conception britannique, qui est une conception purement économique, purement commerciale. C'est le grand marché. Bon. Et ils veulent en rester là, depuis le début. Pas tous, hein. Un homme comme Tony Blair et les travaillistes en général comprennent bien davantage que dans le monde du XXIe siècle, monde d'États-continents et de méga multinationales, dont les budgets sont bien supérieurs à beaucoup d'États. Il faut s'amarrer Bien, dans un tel monde, si on veut peser, il faut être capable de rassembler ses ressources, ses moyens et de constituer une unité politique plus vaste. Et même les nationalistes, même les patriotes, bien compris, savent très bien que la construction européenne n'est pas la dilution de la nation, mais est la condition du maintien de la souveraineté nationale. Parce que qu'est-ce que c'est que la souveraineté nationale de Malte, de la Lettonie, de la Belgique? Vous savez que la Belgique, il arrive en 18... Pays complexe, la Belgique. Oui, non, mais bien sûr, mais elle arrive en 18e position dans les 28. Non, en 10e position, excusez-moi, du point de vue de la population, 10e. Ça signifie que dans l'Union européenne, il y a 18 États qui sont plus petits que la Belgique. Et même les États moyens, leur souveraineté dépend, je parle de leur souveraineté réelle, pas de leur souveraineté proclamée, dépend de la capacité de mettre en commun leurs ressources, leur énergie, leur créativité. Et beaucoup le comprennent, notamment chez les travaillistes. Bernard Monod, dans quel état d'esprit vous êtes ce soir? Parce que c'est vrai qu'on a que des sondages, évidemment, c'est un peu comme pour toutes les élections. Alors, hier, ils étaient plutôt favorables au Brexit, et puis ce soir, c'est vrai que c'est plutôt le maintien dans l'Union qui est d'une courte tête, à 52%. Comment vous regardez cette campagne et cette psychologie des Britanniques, qui sont à la fois, même pour ceux qui veulent rester au sein de l'Union, sont très critiques à l'égard de l'Union et de Bruxelles? Nous, on est très sereins. On attend les résultats avec beaucoup de sérénité. Pourquoi? Parce qu'en fait, qu'il y ait Brexit ou not Brexit, de toute manière, nous, on est satisfaits, puisque c'est une aubaine pour nous. Il y a eu un débat démocratique qui s'est instauré sur l'appartenance ou non à l'Union européenne, ce qui était impensable il y a encore 2 ans. Et voilà, donc on est plutôt satisfait, et demain, on verra les résultats. Mais dans tous les cas, je pense que c'est plutôt l'Union européenne qui a beaucoup à y perdre. Mesdames, je vous donne la parole dans quelques secondes, mais nous sommes avec Camille Neveu, qui est envoyée spéciale justement du JDD. Le JDD qui est notre partenaire chaque soir dans notre émission, le JDD.fr pour le moins. Elle est avec nous à Londres. Camille, je pense que vous nous entendez. Quelques mots, parce que vous êtes au téléphone. Vous avez vécu comme ça cette journée un peu folle de ce jour d'élection. Comment les Britanniques réagissaient en sortant des bureaux de vote? Alors écoutez, ce qui m'a frappé, c'est que les Britanniques se sont déplacés en nombre pour aller voter. À midi, j'étais au nord de Londres, et la station dans laquelle j'étais, à Camden, près de Camden Town, me disait que la participation était bien plus supérieure à d'habitude. La deuxième chose qui m'a frappée, c'est que le camp du Remain a été très discret pendant toute cette campagne. Et aujourd'hui, il semble que les militants se soient réveillés dans toutes les stations de métro. Vous aviez des militants qui votaient, qui demandaient aux gens d'aller voter, qui distribuaient des stickers I am in. Et voilà, et je vous parle depuis cette fois-ci de Londres, devant la station de Clapham House. Et il y a devant moi une demi-douzaine de militants toujours mobilisés en demandant aux gens allez voter, allez voter. Donc un sursaut finalement de ceux qui souhaitent que les Britanniques restent au sein de l'Union. On a beaucoup entendu ceux qui voulaient le Brexit, et là finalement sur le dernier jour, il y a une volonté comme ça de rester. C'est le sentiment que vous avez eu en parlant avec les Britanniques?
Oui, sentiment que j'ai. Après, il faut faire attention, puisque moi, je vous parle depuis Londres, qui est une ville très europhile et qui ne reflète pas forcément ce qui se passe dans le reste du pays. En tout cas, le gratuit London Evening Standard, qui paraît tous les soirs à Londres, a donné un ultime sondage aujourd'hui, qui est le dernier, et qui donne le Remain à 52% devant le Leave, lui, à 48%. Remain, Leave. Dans quel état d'esprit vous êtes, vous, Anne-Sylvaine Chassani, quand on parle de ces Britanniques, le Financial Times, qui est un journal de référence, votre journal souhaite que les Britanniques restent au sein de l'Union européenne. On entend évidemment Londres, c'est europhile, mais il y a plein d'autres villes, évidemment, qui ne sont pas sur cette ligne-là. Vous avez le sentiment, ce soir, qu'on est vraiment au coude à coude et que c'est très compliqué, là ? On a été au FT, on a été étonné par la façon dont les sondages montrent à quel point c'est serré. On ne pensait pas qu'à ce stade de la campagne, David Cameron n'aurait pas pu élargir l'avance. Enfin, le camp Remain était très largement, il avait 20 points d'avance au début de la campagne. Donc c'est quand même une surprise, ça nous a étonnés. Bon. Comment vous expliquez cet effritement ? Il y a un vrai clivage générationnel. Donc, c'est assez frappant de voir que ceux qui sont très favorables à l'Union européenne, c'est plutôt les jeunes et les plus âgés sont plutôt très critiques. Ceux qui ont vécu avant l'entrée dans l'Union européenne et qui sont très nostalgiques de C'était mieux avant, ouais, c'est ça. Donc il y a un sentiment très, très nostalgique. En temps réel. Et ce qui est frappant, c'est de voir que cette identité, c'est vrai que les Britanniques ont cette relation un peu particulière au continent, c'est-à-dire que quand ils parlent de l'Europe, ils se mettent pas dedans forcément. Et pour un Européen, c'est l'insularité, ouais. Voilà, de comprendre, mais les jeunes n'ont plus trop ce réflexe, ils ont un autre réflexe. Donc la nouvelle génération, à mon avis, a construit cette identité européenne, et c'est pour ça que ça en fait un débat pratiquement existentiel, parce qu'on a la nouvelle génération qui souhaite rester, et puis l'ancienne génération qui est dans la nostalgie totale du grand empire. C'est ça. Catherine Mathieu, l'économie, parce que est-ce que dans cette jeune génération qui a compris l'intérêt de l'Europe, on est d'abord citoyen européen avant d'être citoyen de son pays. Sur le plan économique, est-ce que les Britanniques ont vu l'intérêt aussi de rester pour ceux qui sont dans le camp du Remain ? Alors justement, est-ce qu'il y a une notion économique ? Toute la campagne qui a été menée, en particulier par Cameron, Osborne et par les conservateurs en faveur du fait que le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne, a été axée sur l'économie et sur le fait que le Royaume-Uni a gagné en croissance en étant à l'intérieur de l'Union européenne. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, que David Cameron a négocié en février dernier un accord qui est très bon pour le Royaume-Uni, qui garantit justement au Royaume-Uni de garder sa souveraineté dans de nombreux domaines et qui garantit au Royaume-Uni cet accès au libre marché dont vous rappelez. Ça fait grincer cet accord. Oui, ça fait. Oui. Oui, mais alors justement, en fait, David Cameron a réussi à obtenir un très bon accord. Toute la campagne a été faite sur ce thème-là, du côté du gouvernement britannique. Or, dans les sondages, on n'a pas vu la montée du vote en faveur du Remain. Il y a eu toujours beaucoup d'hésitations dans les différents sondages. Et ça, c'est un point que je trouve très étonnant parce que vraiment, c'était vraiment une campagne au marteau-pilon pour dire aux Britanniques, restez dans l'Union européenne. Si vous restez, ça sera bien sur le plan économique. Et vraiment, tout a été fait dans ce sens-là. Et malgré tout, les Britanniques ne l'ont pas en tout cas montré dans les sondages. Parce que je pense qu'en dehors des aspects strictement économiques, il y a un autre point sur lequel on reviendra peut-être un peu plus tard dans le débat, mais qui est la question de l'immigration qui s'est posée au Royaume-Uni depuis plusieurs années. On a des trucs, et sur lequel David Cameron n'a pas obtenu exactement ce qu'il souhaitait. En fait, ce qu'il souhaitait, c'était pourvoir que les Britanniques aient la possibilité de dire non à l'immigration et de stopper l'immigration en provenance des pays de l'Union européenne. Et sur ce point, un accord a été trouvé. De façon très étonnante, qui permet aux Britanniques, s'ils restent dans l'Union européenne, malgré tout, de freiner l'immigration en réduisant les droits sociaux des travailleurs qui viennent au Royaume-Uni, ce qui pose une grande question. Oui, qui était la question des salaires, des charges et du montant des salaires versés à ceux qui arrivaient, On a ce tweet, Henri Weber, il ne faut pas qu'ils sortent de l'Union européenne, mais il faut aussi qu'ils respectent justement la politique d'immigration. C'est un tweetos qui est en direct avec nous ce soir. Les Britanniques, chez nous, les Français, ils sont à la fois dedans sans être dedans, pas le même système métrique, pas la monnaie, avec des règles un peu particulières. Ils sont dans l'Europe, les Britanniques ? Vraiment ? Comme dit Bourlange, ils ont un pied dedans, un pied dehors. Et si le Brexit passe, ça sera le contraire.
Donc, en réalité, ce que Cameron n'avait peut-être pas vu, c'est que ça se jouerait pas sur les questions économiques. Oui. Parce que sur le discours économique, les Européens et les Britanniques, plus que quiconque, sont formidablement sceptiques. Ils ont tellement vu des économistes leur expliquer que des crises systémiques étaient impossibles désormais avec la nouvelle économie et la titrisation. Ils ont tellement entendu qu'on allait sortir du tunnel. Enfin, autrement dit, d'abord, il y a chez les économistes, il y a la moitié qui dit une chose et la moitié qui dit le contraire. Il y a eu la crise de 2008. Pas dans ce cas, pas dans ce cas-là. Pas dans ce cas-là, mais c'est le discours économique en général. Malheureusement, ça s'est joué fondamentalement sur une campagne très démagogique sur la question de l'immigration. Or, ce qu'il faut quand même savoir, et de l'immigration européenne, les Européens de l'Est. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque on a admis ces pays dans l'Union européenne, rapidement, mais c'est pas nous qui sommes les maîtres des horloges, c'est pas nous qui avons décidé l'heure où allait s'effondrer l'Union soviétique. Il a fallu qu'on vive avec et qu'on réagisse pour éviter des situations à la yougoslave généralisées, parce que c'était aussi possible. Alors, nous avons défini un calendrier en disant que pendant X années, je pense une dizaine d'années, il n'y aurait pas de liberté de circulation, notamment des Roumains, des Bulgares, de quelques autres. Et les Britanniques ont dit non. Nous, on est des vrais libéraux. On est donc pour la libre circulation, on les accueille. Non seulement des capitaux, des marchandises et des services, mais aussi des travailleurs. Et donc, nous, on les accueille. C'est eux qui se sont foutus dans cette situation. Bon, alors, évidemment... Vous avez validé quand même on a validé. C'est ça, c'est. Mais vous savez, l'Union européenne, contrairement à ce que raconte votre parti, respecte la souveraineté des. C'est faux, monsieur. Complètement. L'Union européenne. Vous êtes dépossédé de toutes les souverainetés. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Écoutez, alors qu'est-ce qu'on a comme souveraineté? Mais, alors, il y a une quinzaine de sujets majeurs où on ne peut décider qu'à l'unanimité. La monnaie, le budget, le système bancaire, une quinzaine. Le contrôle de nos frontières, tout ça, on a tout à fait la souveraineté. L'unanimité. Donc, c'est d'ailleurs pourquoi l'Europe décide peu et tard. Vous savez, l'Europe, et c'est ce qu'il faut bien comprendre. C'est parce qu'on entend chez les Français qui disent finalement, l'agriculteur dit mais moi c'est Bruxelles qui décide, on l'a aussi chez les Britanniques. Le chef d'entreprise dit il y a les règles. Avec notre argent. Heureusement qu'elle a arrosé. L'Union européenne, c'est ce qu'il faut bien comprendre. C'est une démocratie qui est très différente des démocraties nationales. Parce que l'Union européenne est composée de 500 millions de citoyens européens et de 28 États membres, tous jaloux de leurs prérogatives et de leur identité, et qui sur toutes les questions qui fâchent, les questions économiques, les questions fiscales, les questions sociales, les questions diplomatiques, les questions militaires, ne peuvent décider qu'à l'unanimité. Sauf, monsieur Le Maire, ce n'est pas des États-Unis d'Europe. Je vous donne juste un dernier 28 exemple. pays, 28 peuples et 28 cultures différentes. Prenez le débat qui vient d'avoir lieu au Parlement. Et Bernard Monod sur la même question, est-ce que les Britanniques sont dedans ou dehors? Parce que c'est une vraie question que les Français se posent. Non, mais c'est vrai, ils ont toujours... C'est une aubaine, mais les Britanniques n'ont pas la même monnaie, ont déjà des règles très particulières. Et ils ont bien raison, les résultats, le bilan le prouve. Et donc, si vous voulez, depuis 1973, effectivement, Mme Thatcher avait très bien négocié son entrée dans l'Union européenne. Elle a réussi à être hors de l'espace Schengen, hors de l'espace économique et monétaire, ce qui fait qu'ils ont leur banque centrale, la Banque d'Angleterre, ils ont leur livre sterling, ils ont leur budget, ils ont également le contrôle de leurs frontières, et surtout, ils maîtrisent leur système bancaire, ce qui n'est plus du tout le cas pour nous à cause de l'union bancaire depuis le 1er janvier. C'est ça tous les problèmes. Quand vous dites qu'il y a des souverainetés en France, c'est totalement faux, monsieur. Parce qu'avant l'union bancaire, il n'y avait pas de problème. J'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de problème, mais en tout cas, nous résolvions les problèmes nous-mêmes. On n'a pas besoin de le confier à des technocrates, à Francfort, à la Banque centrale. On a un petit tweet qui va intéresser Anne-Sylvaine Chassani et j'imagine Catherine Mathieu. Le CAC 40 est euphorique depuis quelques jours. Est-ce une mauvaise nouvelle pour le Brexit? Enfin, c'est quelqu'un qui est évidemment un peu pour la gratter, mais le marché, la City, c'est vrai qu'on parle souvent de la City, cette place financière très puissante, peut-être l'une des plus puissantes du monde. Vous qui êtes justement au FT, qui est ce journal de référence, est-ce qu'il y a de l'inquiétude dans ce débat politique pour le marché financier? Est-ce que certains qui sont des grands décideurs bancaires s'inquiètent d'une sortie en Grande-Bretagne? Oui. Ah oui, tout à fait. Par exemple, tous les milieux d'affaires et la City sont très inquiets.
Parce que c'est le grand paradoxe de ce débat. C'est en effet un pays et une ville et une plateforme financière qui a beaucoup profité de l'Union européenne, qui a un peu eu les deux meilleurs des deux mondes. Et qui souhaiterait partir, sachant que même si on peut toujours discuter des experts, des économistes, etc., mais chacun de nous peut bien comprendre que sortir de l'Union européenne aurait des impacts négatifs. C'est le commun. Lesquels? Allez-y, développez, parce que vous n'êtes pas tous d'accord. Non, mais bon, d'abord, on a fait, c'est quand même un consensus. On a fait un sondage au FT. On a interrogé plus de 100 économistes. Et les trois quarts, on leur posait la question. Les trois quarts disent qu'il y aura des impacts négatifs à moyen terme. Donc on parle de trois quarts de plus de 100 économistes. Dans le cadre des échanges commerciaux, dans le cadre de la fiscalité qui sera déjà le niveau de la livre. Mais négatif pour qui, en fait? Pour le Royaume-Uni ou pour l'Union européenne? Alors là, on parle du Royaume-Uni. Là, c'est Royaume-Uni, là. Donc il y aura des impacts. Il y aurait des impacts négatifs à court terme sur la livre, sur l'inflation, sur les échanges économiques. Il y aurait une incertitude au moins de 2 ans, voire plus, qui pèserait sur les investissements. Donc on voit bien quand même qu'il y aurait des impacts négatifs. Alors peut-être qu'il y en aurait des positifs, mais globalement en net, toutes les institutions mondiales, les experts que le camp du leave, du out ne créditent pas, sont d'accord. Donc là, c'est ça le paradoxe, c'est que ils ont accès à un grand marché européen. C'est eux qui l'ont voulu, comme vous le disiez, c'est eux qui ont voulu ce grand marché, et ils en sortent. Catherine Mathieu, juste un petit mot, et plusieurs. Quand même, il y a un débat inversé, parce que je reviens à la City. J'ai lu des articles il y a quelques semaines dans des journaux économiques français et Valérie Pécresse, je le redis, a fait écho en invitant les entreprises, les assureurs à venir recréer de l'emploi ici en France, au risque où les Britanniques quitteraient l'Union. Et vous dites l'inverse, vous dites finalement c'est peut-être pas mal pour la City. Oui, je dis que... D'un point de vue cynique, je le dis de manière un peu cynique. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il faut bien voir qu'on n'a jamais eu une expérience comparable à un pays qui sorte de l'Union européenne. Donc en fait, on ne sait pas. Aucun économiste ne sait ce qui se passerait. Donc les économistes que vous interrogez vont vous dire il pourrait se passer, il pourrait se faire que, mais en fait, on n'en sait rien. Et ce qu'on peut tout à fait imaginer dans le cas de la City, justement, c'est que contrairement à l'idée selon laquelle si le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, eh bien les banques reviendront vers la zone euro. En fait, pas du tout. Parce que si la City n'est plus dans l'Union européenne, elle n'aura plus à respecter aucune réglementation. Déjà, elle milite pour qu'il y ait le moins de réglementation possible à l'intérieur de l'Union européenne. Si elle sort, il n'y aura plus de réglementation européenne qui s'appliquera à la City. Donc une fiscalité plus attractive. Il peut tout à fait y avoir plus de fiscalité attractive et au contraire que la City gagne encore en puissance. Je rappellerai qu'en 92, quand il y a eu le débat au Royaume-Uni sur le fait que le Royaume-Uni entre ou pas dans la zone euro, à ce moment-là, de nombreux analystes disaient attention, si vous n'entrez pas dans la zone euro, la City va perdre son influence et sa puissance. Et pas du tout. On voit aujourd'hui que la City a gagné en influence et la deuxième place financière mondiale. Et que Paris et Francfort n'ont pas du tout pris le dessus. Exactement, ils ont décroché. Et si vous me permettez quand même de compléter sur les économistes, donc j'aimerais compléter ce que vous avez dit pour dire qu'il y a effectivement des économistes qui ne sont pas d'accord avec les trois quarts des économistes que vous avez interrogés. Alors il y a à peu près, oui d'accord, mais donc ces économistes existent. Alors il y a au Royaume-Uni d'un côté des économistes très libéraux qui disent que si le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, au contraire, justement ça sera un plus pour l'économie britannique parce que justement il n'y aura plus aucune réglementation respectée. Les Britanniques pourront faire ce qu'ils veulent, ils se sont déjà lancés dans la concurrence fiscale, ils font tout ce qu'ils peuvent pour attirer les entreprises étrangères et ça sera encore plus facile. Et puis il y a des économistes qui pensent que peut-être que si le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, après tout, il n'y aura pas d'effet négatif. Parce que qu'est-ce qui se passerait au lendemain d'un Brexit en fait? Très vite, des deux côtés de la Manche, on essaierait de mettre en place des accords. Parce qu'aujourd'hui, les Britanniques exportent la moitié de leurs exportations vers la zone euro. Mais nous, en France, on a la moitié, on a 10% de nos exportations qui sont vers le Royaume-Uni. C'est à peu près 15% en moyenne pour les pays de la zone euro. Et donc les exportateurs français et allemands seront les premiers à demander au gouvernement à ce qu'il y ait en place un bon accord. Un bon accord, évidemment, pour continuer. Pour pas avoir des échanges. Ça, c'est très hypothétique. C'est hypothétique, disent aux économistes. Non, parce que ce qui n'est pas hypothétique, c'est de rester. Et c'est ça le grand paradoxe de ce débat, encore une fois. C'est juste faire une petite... Sauf que les Anglais... Petite incise. Il y a 50% des Anglais qui n'en veulent pas. Il faut quand même que vous en teniez compte. Ce sera peut-être donc, Madame a tout à fait raison sur les échanges commerciaux.
commerciaux Les entre Anglais, mais l'Union pas des européenne Écossais et le ni des Royaume-Uni. Irlandais. Aujourd'hui, le Royaume-Uni exporte 10 milliards de livres sterling et elle importe 100 milliards. Donc ceux qui vont être perdants, c'est bien entendu les pays exportateurs, en particulier l'Allemagne. Donc le vrai sujet, il est là. Vous avez tout à fait raison. Et trouver des accords de douane, des accords douaniers favorables. Deuxièmement, il y a un rapprochement à l'heure actuelle entre la bourse de Francfort et le London Stock Exchange, la bourse de Londres, qui va continuer à être préjudiciable par rapport notamment aux autres pays que l'Allemagne et le Royaume-Uni. Donc notamment la France, la place financière de la France va continuer à péricliter par rapport à Francfort et par rapport à Londres, qui deviendra le mastodonte européen. Un mot, Henri Weber. Un mot là-dessus tout de même, c'est qu'il existe quelque chose dans le monde bancaire et financier qu'on appelle le passeport européen. C'est ça. Alors, aujourd'hui, la City gère pour 5 500 milliards d'euros de valeur. Ça fait tourner la tête. 1200 milliards, ce sont des fortunes, des portefeuilles, des continentaux. Elle ne peut pas les gérer si elle ne fait pas partie de l'Union européenne. C'est dans les statuts. Donc ça pose un sacré problème. Prenez l'exemple de la Suisse qui n'a pas le passeport européen et qui a négocié un accord avec l'Union européenne. Oui, elle a négocié. Qui permet... Oui, mais qui vous dit que l'Europe acceptera? On a souvent cédé quand même face aux Britanniques. Exactement, un exemple de l'accord de février. L'accord de Cameron le prouve qu'elle a cédé, puisqu'elle a obtenu un accord sur 4 termes. Donc. On va entendre Camille quelques instants, parce qu'elle est avec nous encore en direct de Londres. On va en profiter évidemment, parce que c'est un moment important, il se passe des choses. Camille, vous qui avez vécu cette campagne, alors à la fois aujourd'hui parce que les gens votaient, mais aussi pendant les jours précédents, c'est vrai qu'il y a eu cette espèce de bataille sur la question de l'immigration et finalement l'économie est passée au second plan. Vous l'avez senti, ça ? Tout à fait. Parmi les arguments que les gens avançaient aujourd'hui, il y avait effectivement la peur d'une détérioration de l'économie, la peur de perdre des emplois. Et la presse britannique faisait état ce matin de quelque chose d'intéressant. Les queues s'allongent devant les bureaux de change pour changer des livres contre des euros ou des dollars en cas de Brexit et en cas de dévaluation de la monnaie. On fait des réserves. Ça, c'est intéressant. Une dévaluation qui sera au moins de 15%. Hein. Oui, avec c'est pas une petite dévaluation. Ça, encore une fois. Ça, monsieur Weber. Mais parce qu'elle a déjà, la livre a déjà perdu 10. Personne ne Elle sait, a déjà perdu 10. Parce qu'ils ont déprécié volontairement leur monnaie et ça leur a permis d'exporter plus. Autorisez-moi à remercier comment vous pouvez Camille. dire ça ? Je vais remercier Camille parce qu'elle est en direct avec nous et on est en direct ce soir avec vous. Camille Neveu qui était l'envoyé spécial pour le JDD et donc on lira dans les colonnes du JDD vos papiers justement sur le terrain à Londres et ailleurs. Merci Camille, bon vent et bon retour peut-être sur le continent. Mais pour conclure mon propos, qui a été sauvagement interrompu par mes amis autour de cette table, moi dans ces affaires j'ai plutôt tendance à faire confiance aux principaux intéressés. Quand vous avez tout le monde de l'industrie, de la banque, qui a véritablement le trouillomètre à zéro, parce que c'est quand même ce qui se passe. Bon, il y a une grosse inquiétude. Bon, c'est pas des gens qui sont spécialement anxieux de nature. Quand tout un milieu est inquiet, je me dis, il y a peut-être de quoi s'inquiéter. Il y a des contre-exemples, il y a des chefs d'entreprise britanniques. Il y a toujours des poissons. Vous avez James Dyson qui dit exactement l'inverse. Il existe des poissons moins nombreux que ouais, ils sont moins nombreux. D'accord. Ouais, regardez, je peux me permettre, regardez ce sujet. Vous allez voir, c'est un face-à-face entre deux chefs d'entreprise. Alors, ce ne sont pas des mastodontes, ce sont des patrons de PME. Elsa Mondagava les a rencontrés justement du côté de Londres. L'un est favorable au fait de rester et l'autre aimerait partir et pour des arguments très différents. L'un est évidemment agacé par les règles de Bruxelles et puis l'autre profite finalement du côté booster de l'Europe. Regardez ce reportage d'Elsa Mondagava. Bientôt, l'heure du choix pour les Britanniques. Si la population est divisée, les chefs d'entreprise aussi. Haroun Aloualia tient un magasin de lunettes. Il souhaite que le Royaume-Uni sorte de l'Union européenne. Stéphane Loftus, lui, fabrique des vélos. Il est pour le maintien dans l'UE. Dans la boutique d'Haroun, des paires de lunettes à perte de vue, de toutes les formes et de toutes les couleurs. Une bonne semaine, on vend 50 paires de lunettes, toutes faites sur mesure. Il faut 12 semaines pour fabriquer un modèle. Haroun vend la quasi-totalité de ses lunettes au Royaume-Uni, mais elles doivent passer toute une batterie de tests sur les verres, les montures, les branches. Des examens inutiles selon lui. Il s'en est d'ailleurs plaint auprès du département de la santé britannique.
Je leur ai demandé, pouvez-vous me donner des exemples de personnes à qui il serait arrivé quelque chose en portant des lunettes qui auraient explosé ou même qui les auraient tués? Ils n'ont pas été capables de m'expliquer, ils m'ont juste dit qu'ils devaient suivre une directive européenne. Pour ce chef d'entreprise, l'Union européenne n'est donc synonyme que de contraintes. On doit respecter la conformité des lunettes, mais aussi des directives sur les déchets, sur le temps de travail, des règles sur la santé, sur la sécurité. Alors que dans la plupart des cas, le Royaume-Uni a déjà de bonnes lois. Mais non, il y a un autre échelon de gouvernement, un autre gouvernement qui vous dit quoi faire. C'est un doublon qui nous coûte de l'argent. Alors, ce jeudi, il votera Leave pour quitter l'Union européenne. Stephen Loftus s'occupe d'un style différent de monture, les vélos. Et ceux qu'il commercialise sont un peu particuliers. On vend environ 45 000 vélos à travers le monde et on en exporte dans l'Union européenne à peu près 17 000. Un tiers de la production est donc vendu dans l'Union européenne avec une réglementation unique. Et ça l'arrange bien. Alors pour Stephen, pas question de changer maintenant les règles qui lui permettent de voir ses vélos se déplier à Berlin, Paris ou Madrid. Si vous avez une seule règle qui s'applique dans le pays dans lequel vous produisez et dans les pays dans lesquels vous exportez, ça rend votre vie beaucoup plus facile. Si ça n'existait pas, on passerait beaucoup plus de temps à faire de la paperasse. On aurait moins de temps à consacrer à nos nouveaux produits, à nos clients ou encore à la publicité. Ce jeudi, il votera Remain pour rester dans l'Union européenne. Mais en cas de Brexit, quelles pourraient être les conséquences économiques pour le Royaume-Uni? Tout dépendra de la réaction de Bruxelles. Si le Royaume-Uni vote la sortie, mais réussit à négocier un bon accès au marché commun, comme la Norvège, il n'y aura pas beaucoup de changements en termes économiques. Il y aura toujours la libre circulation des travailleurs, le Royaume-Uni contribuera toujours au budget européen, le PIB ne diminuerait que de 1,3% selon nos estimations. Mais si le Royaume-Uni n'obtient pas un bon accord, comme le Canada avec l'Union européenne, ou pire, s'il ne devient qu'un membre de l'Organisation mondiale du commerce, les pertes peuvent être beaucoup plus significatives, avec une baisse de 2,6% du PIB et de 6 à 9% à long terme. Comme dans tous les divorces, les choses pourraient se corser. Selon un sondage de la Chambre du commerce britannique, plus d'un tiers des entreprises seraient favorables à une sortie de l'Union européenne, un chiffre qui n'a cessé d'augmenter. Voilà, Bernard Monod, on entend quand même dans ces deux reportages l'un qui dit mais mes lunettes, attendez, on m'impose des règles européennes. Moi, je fabrique des lunettes, il n'y a jamais aucun verre qui a explosé. Enfin, cette expression est drôle. On entend beaucoup ça chez les Britanniques, ces règles imposées qui viennent de Bruxelles et qui freinent l'économie. Mais on est tout à fait d'accord, c'est l'utopie normative de l'Europe qui s'occupe de tout et de tous les pays. Donc c'est cette ingérence permanente. Vous parliez de souveraineté tout à l'heure, moi je ne suis pas du tout d'accord. Le Royaume-Uni, eux, ont leur souveraineté, y compris économique, et ils tiennent à la garder, et moi je le comprends, puisqu'on veut faire la même chose. Hein. Donc oui, ils ont tout à fait raison d'aller dans ce sens. Vous en pensez quoi? C'est aussi un débat économique qui touche les entreprises qui disent moi je bénéficie de normes qui me permettent d'exporter mes produits très tranquillement. D'autres qui disent ça ne me sert à rien l'Europe. Quand vous avez un grand marché, il faut qu'il y ait des standards. Je vous donne l'exemple... Ce qui n'est pas toujours le cas chez les Britanniques. Je parle du système métrique, de certaines règles. C'est leur culture. Vous avez des biens et des services à votre main, et puis aussi, les normes, on nous les réclame. Par exemple, s'agissant des pesticides, on met l'Union européenne en demeure... Le glyphosate, pour le glyphosate, de l'interdire. Bon, et les Français, les premiers. Pourquoi? Parce qu'on veut arrêter de bouffer des trucs qui tuent les abeilles et qui nous tuent aussi à petit feu. C'est des normes. Bon, lorsque on impose les normes de Monsanto aussi avec les OGM. Vous avez vu ce qui s'est passé. Et Bruxelles dit oui. L'Union européenne s'est battue pour que les voitures soient de plus en plus propres, qu'elles consomment de moins en moins d'essence et qu'elles émettent de moins en moins de particules. Ce sont des normes. Et si on ne le fait pas, on nous le reproche. Alors ce qui est vrai... C'est ce qui est, en tout cas, qui agace un certain nombre de Ce qui est vrai, c'est que... Parce qu'on considérait qu'un État ne peut pas le faire.
De quoi donc? Vous pensez qu'une nation seule ne peut pas le faire? Mais les biens et les services, ils viennent de toutes les nations. Il n'y a aucun qui est fabriqué dans une nation elle-même. Les normes s'appliquent à toutes les voitures européennes et même internationales. Mais donc les normes sont internationales par définition. Pour arriver au même résultat. Mais donc, sur le fond, il y a des Britanniques qui disent mais moi l'Europe j'en ai pas besoin. Enfin, je pense que vous l'entendez, hein, malgré les économistes qui globalement, hormis 8% d'entre eux, voilà, il y a cette espèce de sentiment comme ça qui fait qu'aujourd'hui l'Europe est plus utile ou moins utile aux Britanniques. Sur le plan économique, c'est vérifiable ça ou pas? Difficilement vérifiable. Je pense qu'il y a en fait quand même une particularité britannique au sein de l'Union européenne qui est que le Royaume-Uni est très attaché à la question de la souveraineté de façon générale. Oui. Donc ça nous amène après à la question des normes, effectivement. Mais comme de façon générale, les Britanniques sont très, très attachés à leurs souhaits en matière de souveraineté, ils n'ont pas envie qu'on leur impose de façon générale des normes. J'ai début d'émission, qu'ils soient travaillistes ou conservateurs. Oui, voilà, ça c'est voilà, et on le voit bien d'ailleurs dans le débat sur la construction européenne. Ce sont les Britanniques qui ont souhaité dès le début garder leur souveraineté. Et dans certains domaines, ça peut être très bien, dans d'autres, ça peut être moins bien. Il faut bien voir qu'on a une diversité des cultures et puis des préférences dans l'Union européenne. Et effectivement, par exemple, les Britanniques ont un système de santé publique, ce que n'ont pas d'autres pays, ce qui est d'ailleurs étonnant pour un pays libéral. Oui, oui. Et puis par contre, ils ont très peu de fiscalité sur les entreprises. Et puis ils ont un pays à part, en quelque sorte, dans son modèle. Un pays à part, mais en fait, quand on regarde les différents pays européens, chaque pays a ses particularités. Et après tout, chacune peut être respectable. Mais... Anne-Sylvaine Chassani, qu'est-ce qui a fait que c'est monté, vous qui êtes au FT, qu'est-ce qui a fait que ce sentiment anti-européen est monté doucement? Je pense que c'est pas vraiment les questions économiques qui ont joué dans ce débat. Et c'est pour ça d'ailleurs que la campagne s'est éloignée de cet argument économique, parce que le camp du leave, du out, a finalement fini par dire bon, on s'en fiche des experts. Bon, ça a été l'argument final de Michael Gove, le Justice Minister. On peut aussi peut-être dire que quand même une particularité dans ce débat, dans ce référendum britannique, c'est que justement tous les partisans de rester dans l'Union européenne ne mettent en avant que les arguments économiques. Et ça montre bien que les Britanniques ont cette attitude particulière par rapport à l'Europe. C'est pas du tout une attitude passionnée. On n'est pas attaché à un projet européen. On veut pas une construction européenne. On veut pas de solidarité européenne. On veut un accès à un grand marché. Et profite du marché d'une manière un peu... Ce qui est déterminant, si vous voulez, dans le choix et dans cette montée de l'euroscepticisme au Royaume-Uni, c'est l'identité. Ce ne sont pas des communautaristes comme on l'est en train de le devenir aujourd'hui en France. Le modèle anglais le modèle anglais, il est plutôt communautariste. Complètement. Mais attendez, ils ont une identité, une culture. La preuve, c'est qu'ils sont majoritairement eurosceptiques. Donc ils sont en train de rejeter le modèle. C'est l'archétype du communautarisme. Le modèle de l'Union européenne qui veut ce communautarisme, cette diversité, et puis surtout les plans migratoires qui sont... Ils ne rejettent rien du tout, ils ont été surpris par les résultats. Mais si on est... Attendez, avec des communautés qui vivent dans des quartiers. Il y a un Anglais sur deux qui va le refuser. Sur le fond. Sur l'immigration, on parlera de Calais. L'immigration, c'est très bien. Voilà. Nous sommes confrontés... Parce que la France en parle... Nous sommes confrontés en Europe, désormais, à des mouvements migratoires qui ont changé d'ampleur et qui ont changé de nature. Parce qu'on les accepte. Et qui ont changé les débats d'ailleurs. Parce que le Moyen-Orient est en feu, parce que l'Afrique subsaharienne crève de faim, parce que il y a ces mouvements de réfugiés. Alors on les accepte, on peut aussi tirer dans le tas et les envoyer se noyer. Non, c'est ce que vous préconisez. Donc on est confronté. C'est incroyable de dire ça. Vous venez de dire parce qu'on les accepte. Et si vous les acceptez pas, qu'est-ce que vous en faites? Mais alors, il n'y a pas d'autres pays que les 28 pays de l'Union européenne dans le monde. Alors, ils pourraient très bien aller au Qatar, en Arabie Saoudite, dans des pays qui sont proches de leur culture. Là, on est au fond du débat. Bon, c'est-à-dire que ils viennent vers l'Europe, et il y a dans ce problème, comme dans 5 ou 6 autres majeurs, comme par exemple la maîtrise de la finance folle, comme la lutte contre le réchauffement climatique. Vous évoquez la fiscalité, la défense, tous les sujets qui... Sur tous les sujets, il n'y a que des réponses à l'échelle continentale. On peut faire énormément au niveau national, mais la réponse, et l'immigration est typique de ça, si on veut maîtriser les flux migratoires, il faut
construire une politique migratoire continentale. Il faut se donner des gardes frontières, des gardes maritimes, Frontex. Vous savez, les Américains... Le même discours qu'il y a 25 ans. Le budget Frontex n'existe pas. C'est ça le problème. On est bien d'accord. Eh ben, il faut le construire. Mais vous nous l'avez vendu il y a 25 ans, monsieur. Alors, si vous prenez, je termine là-dessus, les États-Unis d'Amérique, leur budget pour faire face aux vagues migratoires et pour intégrer les migrants, c'est 32 milliards de dollars par an. Bon, le budget de Frontex, c'est 190 millions. Donc, alors évidemment, on peut dire... La seule différence, c'est que les États-Unis sont un État, une nation, et nous sommes 28 nations. On peut dire, on s'en fout. Les migrants iront... Donc il faut insister et se donner les moyens de créer des structures qui marchent. En Italie, en Espagne, en Grèce, aux pays limitrophes. Mais ça, c'est une attitude qui n'est pas possible. Allez-y, vous êtes d'accord pour l'entrée de la Turquie? Je crois qu'il y a deux débats. Non, attendez, parce que là, on a quitté le Royaume-Uni. Sur l'aspect britannique, justement, enfin, quand même, je voudrais rappeler que le débat, il est uniquement, entre guillemets, sur la question des travailleurs en provenance de l'Union européenne. Hein. Oui. C'est pas les Syriens qui, on est d'accord. Et c'est entré de ce débat dans la question politique britannique il y a déjà plusieurs années. C'est comme ça que l'UKIP a commencé à monter. Et à ce moment-là, on n'était pas du tout dans la question des réfugiés à laquelle on est confronté depuis maintenant de nombreux mois. Mais donc, il y a une particularité dans le débat britannique, c'est ce souhait de pouvoir, enfin du côté des partisans d'un Brexit, de pouvoir contrôler les flux migratoires en provenance de l'Union européenne, mais les flux des travailleurs. Ce sont des personnes qui arrivent au Royaume-Uni, qui ont un emploi, qui sont insérées sur le marché du travail. Il faut bien voir aujourd'hui que l'économie britannique est une économie plutôt dynamique, avec un taux de chômage très faible. Grâce à eux. Et que, en fait, donc du coup, la question, bien sûr, donc la question qui se pose, c'est pas une question économique simplement. Il y a une autre question derrière qui est très étonnante chez les Britanniques parce qu'ils ont toujours été très ouverts justement à l'immigration. Ils ont été toujours libéraux en matière de politique migratoire. Et aujourd'hui, mais ils ont quand même, je pense... Ils ont naturalisé 200 000 étrangers par an depuis 20 ans. Mais ils ont un accueil, notamment des anciens pays du Commonwealth. Oui, mais ils retournent dans leur pays. Non, il y a quand même aujourd'hui... sinon, tout le Commonwealth, ce n'est pas au Royaume-Uni. Juste, on va entendre notre sentinelle d'un mot, parce que j'ai peur que notre sentinelle ne parle pas, parce que le débat est passionnant, il est riche. C'est un citoyen qui est connecté devant une webcam et qui va pouvoir s'exprimer. On vous salue, on est ravis de vous retrouver ce soir. Vous êtes... Pour faire simple, pour la sortie ou pour l'entrée, pour le maintien des Britanniques. Donc, vous seriez où, vous, si vous deviez voter ce soir ? Bonsoir Arnaud et bonsoir à tout le plateau. Moi, à titre personnel, je serai pour le Brexit, histoire de voir ensuite le domino s'enclencher pour le reste des pays de l'Union européenne. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai quitté le PS à l'époque, c'est parce que justement, il n'y avait pas de débat sur cette nécessité de souveraineté populaire. Et d'ailleurs, il y a eu un sondage chez votre partenaire, le JDD, à propos de la France devait-elle sortir de l'Union européenne. Et c'est intéressant car il y a eu beaucoup de votants, pas loin de 7000, et 88% des gens ont voté oui, il faut sortir de l'Union européenne. Et alors là, je me suis dit, tiens, c'est curieux, c'est sûrement des jeunes qui votent en ligne, et ça fait miroir à ce qui a été dit tout à l'heure. Parce qu'au Royaume-Uni, ça serait plutôt les jeunes qui seraient pour l'Union européenne et les personnes âgées qui seraient contre. Et en France, on a l'impression que c'est l'inverse. D'ailleurs, le Front National a, j'ai l'impression, pas mal de jeunes qui votent pour lui. Et je me demande si la solution à cette question ne se trouve pas dans la question monétaire, de l'épargne et de la redistribution. Voilà. Alors, question importante, vous avez lancé un truc très important, une chose importante, c'est le vote JDD, parce que c'est la question que nous avons posée dans l'émission avec notre partenaire. On va le voir, effectivement, il y a beaucoup de votants ce soir, et comme c'est lancé par notre sentinelle, c'est encore mieux. Regardez le vote. Souhaiteriez-vous, parce qu'évidemment, cette question avec l'effet domino est posée à la France et à d'autres pays européens qui ont le débat ce soir. Souhaiteriez-vous que la France sorte de l'Union européenne? Oui, 88%, non à 12%. Il y a 13 811 votants. Je crois que d'ailleurs c'est un record du nombre de gens qui ont cliqué sur le site du JDD. Et je les salue. Ça vous laisse perplexe? Oui, c'est très contradictoire parce que je crois que les sondages disent que 2/3 des Français ne veulent pas abandonner l'euro. Alors c'est un vote, c'est pas un sondage. On est très modeste. Oui, bon. Donc, enfin, en tout cas, ça donne. L'échantillon est représentatif de quoi? Mais quand il parle d'épargne, de finances, cette sentinelle qui dit mais moi j'ai envie pour le Brexit pour voir un petit peu ce que ça ferait. Comment vous le recevez? Il est jeune, il devrait être normalement
favorable à l'Union européenne? Je pense que c'est le reflet, en effet, d'un échec de ces institutions européennes à vendre le projet européen. C'est vrai que personne ne nie le fait que ce projet est totalement imparfait. D'ailleurs, ça a été la difficulté de cette campagne de David Cameron, c'est de vendre l'Europe tout en disant que c'était un projet qui n'était pas super et qu'il fallait reformer. Donc c'est très difficile à vendre, de dire voilà, on veut rester, mais il faut réformer. Comme les travaillistes, hein. Voilà, donc c'est vrai, on reste, mais on critique. C'est toute la difficulté, c'est la difficulté de David Cameron, c'est la difficulté de François Hollande, de Angela Merkel, c'est de vendre à des opinions publiques qui voient les échecs sur les politiques migratoires, la façon dont on a géré les flux de réfugiés venant de Syrie. On voit aussi l'impact des politiques économiques pendant la crise de l'euro. Enfin, c'est quand même tout sauf la panacée. On n'est pas sorti de l'austérité. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses à faire dans cette Europe. Mais Henri Weber, vous qui portez l'idéal européen, tous les Français, même ceux qui sont favorables à cette Union européenne, là on bascule vers la France parce que ce débat, il agite aussi les Français, se plaignent finalement d'une espèce d'éloignement de Bruxelles, d'une forme de technocratie qu'on entend souvent, finalement d'une incompréhension de l'Europe. Comment on fait pour réconcilier les Français avec son Europe? Ça paraît doucement en train de s'éloigner de plus en plus chaque jour. Oui, il faut une Europe des résultats. Par exemple, sur la question des réfugiés, il faut se donner les moyens de maîtriser les flux migratoires, de répartir les réfugiés en Europe et de les intégrer. Bon, mais pour l'instant, on ne les a pas. Donc, parce qu'on ne s'attendait pas à des flux pareils. Les images qu'on voit à la télévision sont quand même assez neuves. Bon, il y a 20 ans ou 30 ans, quand on a fait Schengen, il n'y avait pas cela. Mais moi, je ne crains pas la contagion. Pourquoi? J'ai l'exemple grec en tête. Les Grecs ont voté pour Tsipras. Ils étaient à fond la caisse pour sortir de la zone euro et peut-être même de l'Union européenne. Jamais. Oui, oui, d'accord. Il a fait son échec. De rester dans la zone euro, mais avec une autre politique économique. C'est ça. D'accord. Un changement très de la BCE. C'est une grande différence avec le Royaume-Uni d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas d'eurosceptiques en Grèce justement. Les personnes souhaitaient rester dans la zone euro. Oui, à leurs conditions. À eux. Mais ça pose aussi la question des types de politiques économiques qu'on veut mener dans la zone euro. Devant les conditions qui leur ont été faites, parce qu'ils ne voulaient pas sortir. Bon. Et qui a intérêt à sortir? Est-ce que les 10 ex-démocraties populaires qui sont sous la pomme d'arrosoir de l'Europe, qui des fonds structurels européens à hauteur de 4% de leur budget, vont sortir? C'est leur intérêt de sortir? Absolument pas. Pourtant, il y a une pression de leur électorat qui critique l'Europe. Oui, qui en ont peur. Non. Il faut distinguer deux choses. On peut critiquer l'Europe telle qu'elle va, parce qu'elle est politiquement marquée, et puis... C'est-à-dire libérale? Et comment? Elle est conservatrice libérale. Les conservateurs libéraux ont gagné les élections de 2014. Ils ont une grosse majorité au Parlement, à la Commission, au Conseil, et ils mènent une politique de droite. Mais la fameuse technocratie, c'est un rêve, c'est un fantasme. Il y a vraiment une sorte d'une population de technocrates qui ferait comme ça la pluie et le beau temps. La technocratie bruxelloise, c'est 40 000 personnes. C'est rien. 40 000 de trop. Voilà. Allez-y. C'est moins que les fonctionnaires de la mairie de Paris. Anne-Sylvaine Chassani. C'est vrai qu'on peut toujours améliorer cette technocratie, on peut la rendre plus efficace. C'est vrai qu'elle s'occupe peut-être trop de choses, on pourrait peut-être concentrer ses sujets, etc. Mais quand même, fondamentalement, toutes les décisions sont prises dans les sommets européens par des chefs d'État. Évidemment. Je ne sais pas... Sommet mensuel. Rien ne se fait sans l'accord de tous les chefs d'État. Mais le pouvoir est là. Mais ce qu'évoque Catherine Mathieu sur la c'est pas la réalité ce que vous dites là, ça se passe pas comme ça. La réalité c'est qu'il y a une troïka. Il n'y a pas de démocratie donc en Europe. Non, cette troïka elle est dissoute, elle n'existe plus depuis 3 ans. Enfin on change les noms mais ça revient au même. La troïka s'occupait de la Grèce. Aujourd'hui, on vit un totalitarisme dans tous les domaines. Écoutez, même M. Juncker le dit. Il dit qu'il n'y a pas d'autre choix démocratique que contre les traités européens. Un peu de respect pour les mots. Souvenez-vous de la phrase de Camus. Monsieur, ce sont les propos de Juncker. Et alors, d'accord. Ça me fait votre ami Attali dit la même chose. Hein. Le totalitarisme, c'est un concept. Ça désigne des choses précises. Je vous en parle. Un peu de respect pour la mémoire des victimes. Donc vous avez la troïka. Vous avez la troïka avec la Banque centrale européenne, l'Union européenne et le FMI qui mettent à genoux les États qui sont pas dans la ligne qui ont été déterminés. C'est ce qui s'est passé en Grèce, c'est ce qui s'est passé à Chypre, au Portugal, en Espagne, en Italie à l'heure actuelle, et ce qui va arriver bientôt à la France. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité.
Sylvain Chassani, un mot chacun avec Catherine Mathieu sur les politiques économiques menées par l'Europe. C'est vrai qu'il y a eu cette question du traité en 2005, ça avait été un débat terrible en France. Les Français avaient dit non parce qu'ils sentaient comme ça. Il y avait ce débat sur l'Europe libérale. Est-ce qu'il faut la ramener vers une Europe plus sociale ou plus équilibrée? Bien sûr, et la gestion de la crise financière, puis la crise de l'euro et des dettes souveraines en Europe a été quand même assez dramatique, mais pas du fait de et c'est là je vous rejoins pas du tout, heureusement qu'on a une banque centrale européenne qui a pris les mesures, alors peut-être un peu tard, etc. On peut toujours regretter qu'elle ait pris ces mesures tard, mais heureusement qu'on a Mario Draghi. Il a sauvé l'eurozone, il a sauvé l'Union européenne. Et il a condamné les peuples. Mais il ne peut pas tout faire. Il a permis cet environnement quand même extraordinaire de taux très bas, ce qui permet voire négatif, les banques s'en plaignent. Vous savez que M. Mario Draghi a étranglé les banques grecques pendant le premier semestre 2015, vous ne savez pas ça? Non, moi je vous le dis parce que j'ai encore eu en face de moi lundi. Voilà. Il a aussi des prérogatives. Il est obligé de mettre les chefs d'État. Il a été obligé, il ne peut pas tout faire. S'il les finançait pas, ça fait longtemps qu'elles auraient disparu. Mais il les a étranglées avant de les refinancer. C'est un petit peu dommage aujourd'hui de tout attendre de la Banque Centrale Européenne, parce qu'on est un ensemble d'États. Il y a des chefs de gouvernement. Qui dit ça? De nombreuses personnes disent que c'est la BCE effectivement qui sauve l'euro. Avant de nous quitter, terminez. Et donc il y a un vrai problème pour moi effectivement de choix de politique économique et de choix de modèle social en Europe. Est-ce qu'on veut aller vers un modèle social plus libéral comme le souhaitent les Britanniques aujourd'hui et une grande partie des Allemands? Est-ce qu'on veut garder un modèle social plus développé comme le souhaitent une partie des Français et de pays d'Europe du Sud? Il y a des grandes questions de politique économique qui se posent en Europe et dont on ne débat pas. Est un enjeu important aussi pour l'ensemble des pays européens. Vous êtes optimiste ce soir, Henri Weber, au-delà de votre optimisme naturel? Je suis optimiste de nature. Vous dites que ça va passer comme l'Écosse, on avait dit que et puis finalement au dernier moment les Écossais. J'ai vu les pronostics des brokers qui sont formidablement convaincus. C'est des paris à je ne sais combien. Les bookmakers. Les bookmakers. Les brokers, oui, c'est encore autre chose. Bon, les bookmakers. Ah oui, on parie sur le Brexit. Non, 75 à 80% de chances pour que ça reste. Le Remain. C'est le IFTI qui vous donne le chiffre. D'accord. Donc ça c'est les bookmakers. Vous en pensez quoi, Bernard Monod? Malgré votre aversion à l'égard de... Est-ce que vous avez le sentiment que les Britanniques vont choisir... C'est les Britanniques qui choisiront, donc on ne peut pas se prévaloir et donner des pronostics. Moi, ce que je veux dire simplement, c'est que ce que nous voulons faire en France au niveau du Front National, et ce que veut faire Marine Le Pen dans son programme, c'est du patriotisme économique, c'est-à-dire l'inverse de tout ce que fait l'Union européenne aujourd'hui, dont on voit le bilan qui est catastrophique, avec un chômage explosif, avec des dettes, des déficits. Dans toute l'Europe du Nord, il n'y a pas de chômeurs. 6,5 millions de chômeurs, M. Weber. Dans toute l'Europe du Nord... L'Europe du Nord fait partie de l'Union européenne. 21 millions en zone euro. Alors ne dites pas que c'est l'Europe qui est responsable. 27 millions dans l'Union européenne. Il y a 4,4% des immigrés pour venir faire le travail des chômeurs, monsieur. Et vous en êtes responsable. Donc, si vous voulez, ce que l'on veut faire, nous... Et l'Autriche, elle est où? Ce que veut faire Marine Le Pen, c'est avoir le même statut dérogatoire que le Royaume-Uni et maîtriser, sortir de l'espace Schengen et sortir de l'espace économique et monétaire. Un dernier mot, Catherine Mathieu, optimiste ou pas? Vous avez regardé, vous, les bookmakers? Vous êtes intéressé à cette sorte de magie comme ça du bookmakers? Depuis de nombreux mois, on a toujours des sondages qui sont au coude à coude sur le Remain et le Brexit. Mais en fait, on a toujours les bookmakers qui disent que les Britanniques vont rester dans l'Union européenne. Et j'ai tendance à penser que ça sera le cas demain. D'accord. Donc ce soir, il faut écouter, en tout cas, ou regarder les bookmakers. Vous voyez, la science, c'est tous les vrais experts. Aux bookmakers. Merci à vous quatre. Merci à Henri Weber d'être venu sur ce plateau. Merci à Bernard Monod. Merci à Catherine Mathieu. Toujours un partagé, Henri Weber. Merci Catherine Mathieu de l'OFCE. Et je vais essayer de bien le prononcer, Anne-Sylvaine Chassani du Financial Times. Voilà. Et vous êtes la chef du bureau ici à Paris. Merci à vous quatre de nous avoir éclairés sur ce débat passionnant. Ça vote ce soir encore jusqu'à 22h. Mais voilà, nous observerons et on aura les résultats normalement demain matin de ce Brexit or not Brexit. Demain, on s'intéresse dans notre émission, on va revenir en France et à Nantes, à Notre-Dame-des-Landes. J'ai ce débat autour de l'aéroport et là, eh bien, les habitants de Loire-Atlantique vont voter. Ça sera dimanche pour un référendum et on fera le point évidemment à 2 jours du scrutin. Bonne soirée à tous, merci pour votre fidélité et à demain. Droit de suite sur LCP, c'est d'abord un documentaire pour mieux comprendre, puis un débat pour décrypter. Droit de suite, c'est dans un instant.
Grand écran vous emmène en Corse, une île totalement fascinante, mais aussi une île dont on dit souvent qu'elle est sans doute le cactus de la République. Alors au programme, une fiction qui revient sur l'affaire des paillotes et du préfet Bonnet. Et puis mes invités sur ce plateau se demanderont si la Corse, décidément, peut être ou pas une région de France comme les autres. Grand écran présenté par Emilio